Oriane, si quelqu'un tombe sur cet épisode par hasard, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour qu'il reste à nous écouter? Écoute Cédric, je pense déjà que je lui dirais que j'ai des leçons de vie intéressantes à partager, en toute humilité bien sûr, mais voilà, j'ai des choses intéressantes à partager sur plein de plans d'ailleurs. La deuxième chose, enfin si je dois aller à l'essentiel, c'est vraiment déjà par rapport à la confiance en soi, la confiance en la vie, croire en soi et que tout est possible. Et je pense que ma vie en est un exemple. Génial. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ton parcours et puis un petit peu peut-être ce qui guide ta vie Mhm. tous les jours. Mais déjà ton parcours. Ouais, alors je vais essayer d'être court, Pas bref. obligé, pas obligé, c'est pas Ouais, obligé que ce soit long. voilà, je vais essayer de synthétiser. Donc je suis née un 24 décembre 78. Donc déjà à la base, j'ai toujours pensé que voilà, la vie était magique, que le Noël était pour moi. Donc je suis partie sur de bonnes bases. Mhm. Et alors je suis née en région parisienne et pas du tout dans les Alpes où j'habite maintenant. Hein. Je suis née à Clamart et j'ai grandi à Sceaux où j'ai passé toute ma scolarité, mon collège, lycée. Et par la suite, j'ai étudié divers sujets. J'ai commencé par la biologie. Je me suis spécialisée notamment en biologie marine, donc jusqu'à la maîtrise. Enfin maintenant ça s'appelle la master. Mhm. J'ai étudié également les sciences sociales à Londres, à la London School of Economics, où j'ai fait un autre, un master là-bas. Et après, j'ai changé radicalement de voie puisque je me suis spécialisée donc en sciences et religions et notamment en hindouisme. Et j'ai fait mon PhD, donc mon doctorat au Canada. Ok. Voilà, donc c'est un parcours assez diversifié et c'est un peu pareil au niveau professionnel. C'est-à-dire j'ai travaillé dans le monde de la recherche à l'université. J'ai notamment été chercheur invité à Columbia, à New York. J'ai travaillé dans l'humanitaire au CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, où ils m'ont envoyé en mission en Afrique, en Haïti après le tremblement de terre, et puis dans la diplomatie, puisque j'étais plusieurs années au Quai d'Orsay. J'ai travaillé notamment sur les questions religieuses en pleine période des attentats, parce qu'il y en a eu Ok. plusieurs, donc ça a été une période un peu compliquée. Et après, j'ai à nouveau changé de vie, puisque maintenant je gravis des montagnes, j'écris des livres et je donne des conférences donc dans le monde de l'entreprise. Et ça, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours. Et après, il y a eu un ensemble d'événements qui m'ont marqué. Je sais pas si j'en dis plus maintenant ou après, mais c'est vrai qu'il y a des événements dans ma vie qui ont un peu tout bouleversé, que j'aurais probablement pas la même vie aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces événements. Ok. Ouais, on va sûrement en parler du coup. Donc en fait là actuellement ton grand truc visiblement c'est de gravir des montagnes, c'est l'alpinisme. Ouais. C'est c'est un truc que tu as toujours eu envie de faire depuis que tu étais parce que c'est quand même pas anodin quand on Mhm. parle de gravir des sommets. On Ouais. va en parler, tu vas peut-être nous dire lesquels. On va tout de suite voir que Ouais. il y a voilà, c'est à une certaine altitude, on va le dire comme Mhm. ça. C'est un truc un rêve que tu avais depuis toute petite ou moi ça m'intéresse toujours de savoir Mhm. en fait un peu ce La qui guide naissance, ouais. ouais ouais le La truc vision, ouais. Ce qui c'est est ça. d'où c'est parti, ouais, tout à Mm. fait. Alors je parlerai plus d'himalayisme, même si je vis à Chamonix dans les Alpes, hein, mais je parlerai plus d'himalayisme parce que j'étais plus souvent dans l'Himalaya, à gravir donc des 6000, des 7000, des 8000. Et donc dernièrement, l'année dernière, j'étais au sommet de l'Everest, qui a été assez une expérience, enfin un voyage très très éprouvant sur Ouais, beaucoup de plans. On pourra détailler aussi après. ouais. Mais alors à la base, je ne suis pas née dans un milieu d'alpiniste. Hein. Comme je disais, je suis née en région parisienne. Mais mes parents, par contre, on allait souvent à Chamonix. Enfin, depuis que je suis née, et j'ai beaucoup skié. Mais ils Ok. m'ont jamais encouragée à me mettre à l'alpinisme. Pour eux, c'était trop dangereux. Voilà. Mhm. Et ce qui s'est passé, alors je suis allée en Asie très tôt, hein, dès l'âge de 18 ans, et puis je suis allée au Tibet à 21 ans, Tibet, Népal, et je suis retournée à 23 ans au Tibet. Et là, un peu par hasard, hein, parce que j'avais pas du tout prévu, je suis allée au camp de base de l'Everest, donc côté tibétain, parce
parce qu'on peut aussi grimper l'Everest par la voie nord, donc du côté Tibet, il n'y a pas que le côté népalais. Et j'ai fait un trek là-bas avec deux Suissesses et on avait des yaks et tout. Et puis quand on est arrivé au camp de base, on est resté à peu près 2 jours, enfin 2 nuits là-bas. Et là, ça a été une révélation pour moi. Donc j'avais 23 ans et je n'y connaissais absolument rien en alpinisme ou en himalayisme, mais j'étais sûre d'une chose, c'est qu'un jour je serai au sommet de l'Everest. D'accord. Et ça a été une certitude, mais vraiment, ouais, je parle de révélation parce qu'il y avait rien de rationnel là-dedans. C'était comme une évidence. C'était même pas un effort ou quoi que ce soit. C'était une certitude intérieure qu'un jour je serai au sommet. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ce rêve a toujours été très présent dans ma vie, mais ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après mon voyage au Tibet, donc j'avais 25 ans, et donc ça c'est un des événements marquants. J'ai eu une hémorragie cérébrale dans le nord de l'Inde. Parce qu'en fait, j'avais une malformation au cerveau que j'avais découvert 3 ans auparavant grâce à la dingue. Je dis grâce parce que en Indonésie. Ah oui, tu savais que tu avais un ouais, mais je l'ai su en fait quand j'ai eu la dingue en Indonésie et je me suis retrouvée à l'hôpital et puis ça s'est compliqué. J'ai eu des micro-hémorragies, c'est des tout petites hémorragies au cerveau. Enfin, ils se sont rendus compte en faisant une IRM et c'est là ils ont vu que j'avais quelque chose, que mon cerveau, il y avait une malformation donc de naissance, donc congénitale. Je suis née avec. Et voilà, sauf que cette malformation m'avait dit que je pouvais vivre avec celle-ci, que je pouvais continuer ma vie normalement. Et sauf que à 25 ans, ça s'est déclenché sans aucune raison précise. Ça s'est déclenché dans le nord de l'Inde, où là, j'ai failli mourir. Je me suis retrouvée à l'hôpital militaire. Et là, quand j'ai repris conscience, parce que moi j'étais déjà partie, voilà. Quand j'ai repris conscience, j'ai dit adieu à mes parents au téléphone parce que pour moi il y avait pas d'autre issue en fait. Et finalement souvent, je suis là. On se dit une hémorragie cérébrale. Ça se souhaite. Enfin, on n'imagine pas trop ce que c'est, mais on se dit l'espérance de vie elle doit être assez faible, quoi. C'est ça et malgré tout alors ils ont réussi à stabiliser mon état mais en tout cas moi je me disais ça y est c'est fini quoi donc et en plus j'étais vraiment loin de tout dans le nord pas loin à Dehradun donc et je pouvais pas voir mes parents même avant de mourir donc ça a été alors c'est sûr que ce genre d'événement ça marque une vie c'est on fait pas les mêmes choix par la suite même si c'est inconscient mais on n'a pas du tout le même type de vie et en fait à la suite de ça, donc j'étais rapatriée. Le neurochirurgien m'a dit, on arrête. Donc j'étais opérée, grosse opération, et après il me dit, on arrête l'altitude. Enfin, les treks à 4000. Alors on arrête la plongée, bien sûr. Donc pour la biologie marine, moi qui avais fait quand même, je m'étais spécialisée à la base, donc on arrête la plongée. Et bon, à la rigueur, c'est pas grave. Et puis on arrête l'altitude, donc les treks même à 4000, parce que j'aimais bien quand même faire des treks, même si je faisais pas d'alpinisme ou d'himalayisme. Et j'adorais déjà le Népal aussi pour ça. Et donc tout ça, mon rêve de gravir l'Everest s'est évaporé. Et pourtant, c'est resté là. Mais pendant des années, ça ne m'a pas quitté. Et c'était là, en fond. Enfin, des fois, j'y repensais. Ça revenait de temps en temps. Et ça ne m'avait vraiment pas quitté. Et puis, bien sûr, je suis passée par plein d'étapes, différentes étapes. J'ai eu des contrôles réguliers, des IRM. J'étais sous médicaments pendant un certain temps. Et puis, au fur et à mesure, ça allait beaucoup mieux. Et puis le déclic, pour gravir de haut sommet, notamment l'Everest, est venu 15 ans plus tard après mon hémorragie. Un petit peu, presque 15 ans. Voilà. Ouais. Donc c'est pas venu d'un coup. Il y a quand même tout un processus, mais c'est resté là en tout cas. Et puis cet attrait pour la haute montagne. Enfin, c'est très associé à l'Himalaya et puis bien sûr à Chamonix parce que même si j'ai pas petite, je vais à l'alpinisme ou étant plus jeune, il y a quand même cet amour de la haute montagne qui a toujours été très présent. Il y a 2 trucs qui sont assez étonnants dans ce que tu dis, je trouve. C'est que moi, j'aurais eu tendance à penser que quelqu'un qui a un accident tel que tu l'as eu et qui a cru qu'il allait y rester, on pourrait imaginer qu'ils se disent maintenant c'est tout, je calme le jeu, faut que j'ai une vie super calme, il faut que je sois toujours près d'un hôpital, etc., etc. Or, visiblement, c'est pas tout à fait la voie que tu as prise.
Premier truc. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que ton parcours, il est quand même assez... alors, je vais pas dire chaotique parce que ce serait... mais en tout cas, super divers, ou en tout cas Mhm. diversifié. Comme si il y avait des trucs qui s'enchaînaient, mais nous, de l'extérieur, on voit pas forcément la logique. Mais Tout il y à a fait, pas. ouais. Et donc, est-ce Mm. qu'il y a une logique? Comment ça se fait que tu fais Mm. un truc, puis t'en fais un autre? Pourquoi tu arrêtes le premier? Pourquoi tu démarres le... Moi, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu, c'est dans la vie de Ces quelqu'un, enchaînements, le lien, ouais, ouais. l'enchaînement des phases, en fait, finalement. Mm. Alors pour revenir sur le premier point, bon j'étais quand même pas loin des hôpitaux au départ, hein, c'est pas dit Ouais, comme ouais. ça, c'est-à-dire j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, Ok. et puis les contrôles, même au Canada quand je faisais ma thèse, parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai changé de voie totalement, et c'est pour ça que je me suis lancée dans les sciences des religions, parce que Ok. j'ai suivi vraiment ce que je voulais faire, mais il y a eu quand même toujours des hôpitaux pas loin, et puis il y a eu des contrôles réguliers, donc c'est pas venu quand même. Je suis quand même quelqu'un de prudente, même si ça paraît pas comme ça, mais j'essaie de calculer les risques malgré tout, et bon, T'es on peut pas pas toujours les téméraire, calculer. c'est-à-dire que tu prends pas des risques complètement inconsidérés. Je peux, mais alors c'est pas des risques à considérer, parce que j'essaie d'évaluer toujours les Ouais. risques. Après, j'essaye mais il y a des fois on peut pas, on n'a juste pas tous les paramètres pour les prendre, et dans ces cas-là, faut vraiment s'écouter. Mais ça, on pourra revenir sur le rôle Ouais. de l'intuition et tout. Et c'est ce qui arrive souvent en montagne, hein. Moi, j'étais dans une situation, voilà, on n'a pas de réponse toute faite. Et il Ouais. faut vraiment s'écouter et pas nécessairement se fier aux autres. Et je pense que c'est pareil dans la vie quand on se lance, notamment dans l'entrepreneuriat, etc. Il faut s'écouter. Mais donc ça, c'était juste par rapport au premier point. Donc j'étais quand même, voilà, je restais quand même pas loin des hôpitaux, Ok. et je suis pas allée en montagne tout de suite. Et puis par rapport au lien. Euh, alors c'est vrai que quand on voit mon parcours, on a l'impression, et ça c'est quelque chose aussi qui est assez français aussi, c'est-à-dire que on a tendance, enfin moi maintenant, mais fut un temps, on avait tendance quand même à bien cloisonner un peu tout, quoi, les différents domaines, les études. Ouais. Et moi ce que je vois, c'est que alors je cherche pas nécessairement à mettre un lien, une logique derrière tout ça. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment encore une fois, de suivre mes intuitions, mes aspirations, et vraiment d'écouter ça. En fait, ça serait un peu ça le lien, je Ok. dirais. Mais fondamentalement, pour moi, tout est connecté. En fait, je vois pas de séparation. Ou peut-être les autres en voient, mais moi, j'en vois aucune. Par exemple, même dans l'exemple de mes études, mais je suis passée de la biologie marine aux sciences des religions avec l'hindouisme. C'est quand même, c'est la vie, hein, finalement, c'est Ouais. l'étude de la vie sous toutes ses formes, et des pensées. Donc, il y a pas de séparation en tant que telle. Et donc voilà, ça c'est une chose. Et puis mais si je dois trouver quelque part un fil conducteur, bah oui, ça serait vraiment en lien avec mes aspirations, à l'exploration du monde et de soi, en fait, parce que Ouais. voilà, il y a matière à explorer. C'est infini, c'est vraiment, ouais, ce serait vraiment plus par rapport à ça, en fait, le fil Hmm. conducteur, explorer qui l'on est, et Hmm. à travers différentes expériences, le vécu. Ça serait un peu ça le fil conducteur. Mais Ouais. pour moi, il y a pas de séparation. En tout cas, pour moi, c'est très logique mon parcours. Ça, c'est voilà. Ouais, Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, l'histoire de compartimenter. Moi, je dis souvent, il y a un peu des fois, et c'est vrai en France, en particulier, je sais pas bien dans les autres pays, mais en tout cas en France, il y a une espèce hum, la dictature du ou. C'est-à-dire, tu peux être ou créatif ou organisé, ou bien hum, tu peux être ou scientifique ou religieux, on va dire comme ça. hum, Et en fait, souvent, on voit bien que c'est le et qu'il faut réussir à faire, et que ouais. l'être humain, justement, il s'enrichit. En fait, quand tu es sur plusieurs disciplines en même temps, tu enrichis beaucoup. Et souvent, les gens les plus intéressants, les plus passionnés, c'est ceux qui font du et. Hum, C'est-à-dire, ils ont été dans tel contexte et ils se disent, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à quand j'étudiais tel truc, c'est les mêmes règles, ou bien c'est les mêmes choses qui peuvent s'appliquer, ou hum, qui enrichissent le truc. Et hum. après, tu dis, euh, tu parles de la connaissance de soi. D'où ça vient ce truc-là?
En fait, c'est quelque chose que c'est tes parents qui sont très introspectifs, parce que la connaissance de soi, on a tendance à dire, bah, c'est de l'introspection. Oui, oui, C'est oui, d'être bah, tout à fait, capable ouais, ouais, on peut le dire, d'aller ouais, dans son ouais, ouais, intérieur. C'est ouais. l'éducation ou d'où ça sort ce truc-là? Pas forcément, ça bah ça, comment dire, ça a commencé plutôt à l'adolescence. J'ai commencé à lire énormément, Ouais. bah sur les religions notamment, les philosophies asiatiques, parce que bon voilà, je trouvais pas forcément de réponse dans mon éducation religieuse. Et puis c'est venu au fur et à mesure. Voilà, c'est juste, je pense que c'est en lien plus avec qui je suis, ma personnalité, mais je pourrais pas dire pourquoi, mais je pourrais pas spécialement dire pourquoi, mais mes parents, rien de particulier qui a Ouais. fait que voilà. Je suis pas devenue pour autant, je me suis pas enfermée dans un monastère ou voilà, je Ouais. suis pas devenue nonne ou autre, mais voilà, ça m'amine, enfin ça m'habite plutôt, Ouais. c'est là quoi. Hmm. Oui, il y a une recherche quand même. On voit beaucoup, de plus en plus, beaucoup de choses du développement personnel qui est de plus en plus à la mode, et y compris chez nous. C'est aussi une recherche de soi. C'est un peu, on se regarde et on se dit, est-ce que je suis heureux? Il y a ces trucs qu'on se posait pas trop, c'est des questions qu'on se posait pas trop. Il y a un risque d'ailleurs parfois, c'est de rester là-dessus et puis bah, de tourner en rond en fait autour Ouais, de tout soi. à fait, ouais. Ce qui est pas du tout ton cas, hein. On voit bien Ouais. que toi, ta connaissance de toi, elle évolue en fonction des expériences que tu fais, c'est-à-dire en fonction de la manière dont euh, tu vas être impacté par le monde ou tu vas impacter le monde. Mm. Euh, tu as Mais la parlé. connaissance de soi, enfin moi ça date d'il y a très longtemps. En fait, ça fait partie de moi, je dirais. C'est indissociable en fait. Mais c'est juste se questionner et en fait ces questions-là, bah elles sont. Alors oui, on a des réponses plus ou moins partielles, mais en fait on se rend compte qu'avec le temps, bah ces questions elles sont toujours là et oui j'ai eu des réponses, mais voilà ça continue, le chemin continue. Et tu t'es donné une mission un peu de faire changer les choses dans la société ou est-ce que c'est Alors, c'est une bonne question. Alors non, pas du tout. d'accord. J'ai aucune mission. Encore une fois, voilà, en toute humilité. Après, je pense que c'est plus la mission. Si je dois avoir une mission, ça serait plus par rapport à moi-même. Ouais, ok. Ça serait déjà bah, mieux me connaître. On revient à la Mhm. connaissance de soi parce que bah, si on se connaît mieux, je pense que, enfin, plus on se connaît et plus on est aussi capable, je pense, de changer les choses autour de soi. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut déjà commencer par soi avant de vouloir changer les choses autour de soi et apporter des changements dans la société. Je pense que c'est bien, c'est pareil dans le management. Enfin, c'est Mhm. Ça fait rebondir. tout part de soi en fait. Et Mhm. moi j'aime bien parler. Bah, c'est une phrase de Gandhi que souvent bah, qu'on connaît tous. Hein, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Enfin, tout part vraiment de soi. Mhm. Donc j'essaye déjà, mais c'est pas évident. Non, non, c'est vrai. En management, on dit aussi quelquefois, tu vois, le changement, il commence par toi et ensuite par cercle Hum, concentrique autour de ton bureau. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de vouloir changer le monde, tout tu le à changes fait, toi, puis après tes collaborateurs, puis après tu vas un peu plus loin. exactement. Ouais, Souvent, ça peut souvent, se ouais. faire par des petites choses en fait. C'est Mm. peut-être parce que rien, c'est dans la présence qu'on va dégager, ce qu'on va, ouais, sa façon d'être en fait. Je pense que oui, il faut déjà commencer par soi. Voilà, je pars de ce principe-là. Mm, mm. Et, euh, et aussi, peut-être que... Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une première expérience que tu as eue, bon, qui est assez Ouais, traumatisante, c'est-à-dire ouais, tu as cru mourir oui. quand tu avais 25 ans, et tu dis que ça s'est reproduit, enfin, c'est pas la Hmm. même cause, je crois, mais récemment, tu as eu à nouveau un moment... Ouais. voilà, donc quand même, t'as, t'as- ta confrontation avec les éléments et avec le monde, elle est quand même parfois Hmm. assez. Alors Elle te c'est met pas dans tout. des positions délicates.
Ouais, alors c'est pas toujours aussi brutal, je dirais, Ouais. mais non, mais il y a eu plusieurs moments marquants dans ma vie. Hein, pas nécessairement, c'est pas besoin de passer par la mort physique, enfin en tout cas de s'approcher de la mort. Mais j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. Ça a commencé à l'adolescence. J'ai fait aussi le chemin de Compostelle à 19 ans, donc à Ah ouais. l'époque c'était pas forcément très connu. J'ai quand même fait partie du Puy-en-Velay pendant quasiment 2 mois pour l'Escou Finistère espagnol. Donc ça marque aussi, ça transforme. Entre ma licence et ma maîtrise, j'ai pris une année sabbatique, 14 mois pour voyager autour du monde. Donc là, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Tout ça, ça marque en fait, Mm. Mm. et ça fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Hein, voilà. Mm. Mais puis il y a l'hémorragie cérébrale, c'est sûr, ça a été un tournant majeur. Et puis après, il y a encore eu d'autres choses, mais bon, voilà, c'est vraiment d'étape en étape. Mais mon expédition au Lhotse, qui est donc la 4e plus haute montagne au monde, qui est située au Népal, ça a été aussi très dur pour Mm. différentes raisons. Je le raconte d'ailleurs dans un de mes livres. Mm. Et puis l'Everest l'année dernière, où là, oui, en effet, là j'ai vu la mort en face, puisque j'ai été prise dans une chute de sérac. Donc sérac, c'est des gros blocs de glace en fait, et j'étais sur la cascade de glace, donc c'est un énorme glacier qui est extrêmement dangereux. Et ce que je craignais le plus est arrivé. J'ai été prise donc dans cette chute de sérac. Donc il y a des gros blocs de glace qui se sont effondrés juste derrière moi, et les chances de s'en sortir sont quasi nulles. Voilà, donc j'ai commencé l'expédition avec ça. Donc il a fallu que j'aille à l'hôpital, évacuer à l'hôpital à Katmandou. J'ai fait un séjour là-bas, et après il y a eu Ah oui, donc t'as été prise dedans, vraiment. ouais, ah Ah oui, ouais, oui, ok. vraiment, ouais, j'ai été projetée par un des blocs, mais heureusement j'ai survécu. Enfin, je suis vraiment passée à côté de la mort. Mm. C'est une grande chance que je sois là aujourd'hui. Je m'en rends compte. Et encore une fois, ça change aussi après Ouais. la vision qu'on a de la vie. Et quand je disais au tout début du podcast, par rapport au fait de croire en soi, alors encore une fois, ça a l'air tout bête comme ça, croire en soi, mais c'est quelque chose, si j'avais pas cru en moi et en la vie de manière générale, je pense que j'aurais jamais pris la décision à l'hôpital de revenir malgré tout après ce moment de convalescence, de revenir au camp de base et de gravir et de monter, de continuer l'expédition pour gravir l'Everest. Ok. Donc je pense que voilà, là je pense qu'il faut vraiment croire en soi et Ouais. en la vie, faire confiance. Ouais, c'est ça. Faut avoir. Alors justement, ça c'est un sujet que j'adore, la confiance en soi. Ouais. Euh, co- Comment, enfin, on comprend que c'est quelque chose qui t'attire, etc. Et ça, c'est une chose. Tu as envie de réaliser quand même des choses assez exceptionnelles par rapport au commun des mortels. Donc, c'est ton moteur. Mais pour y aller, c'est-à-dire pour passer à l'action, il faut la confiance en soi. Et ça Mm. marche comment, la confiance en soi? C'est-à-dire, comment Mm. je vais pas Ok. dire que tu modélises le truc, mais c'est Ouais, ouais. comment tu vois les choses? Parce que quand même, plusieurs fois, tu as été confronté à des trucs qui aurait pu vouloir dire bon allez, bon c'est bon, j'arrête là, Tout à fait, ouais. j'ai pas de Ouais. bol, ça arrive rarement et J'ai eu moi ça beaucoup m'est d'obstacles. arrivé. Bah voilà, tu pourrais te dire ça. Pas du tout. En fait, toi tu dis bah non, OK, je repars. Mais Mm. justement, cette Comment ça confiance, c'est quoi? fonctionne, Ça ouais. vient d'où? Est-ce que ça se Ouais. construit? Est-ce que tu es né avec? Ouais. Alors je pense qu'il y a c'est encore une fois une question de tempérament, mais pas que. Hein, si ça se développe, déjà à la base, il faut se poser, je pense, les bonnes questions. Mm. Encore une fois, on revient au questionnement. Par exemple, quand on se lance dans un projet, dans un rêve, dans n'importe quoi, en fait, il faut vraiment se poser. Enfin, la question, oui, est-ce que je tiens vraiment à ce projet? Qu'est-ce que Ouais. ça va apporter? Enfin, pourquoi? Est-ce que c'est réellement important? Vraiment s'interroger sur la force en fait du projet. Je pense que quand on se lance encore une fois dans l'entrepreneuriat ou dans une entreprise, c'est vraiment se poser ces bonnes questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça me tire vers le haut quoi. En fait, je pense que Ouais. c'est ça. C'est vraiment ça l'image de tirer vers le haut. Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça m'aide à être aussi tout simple, enfin être heureux en fait finalement aussi. C'est ça hein, la bonne question. Mm. Et est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Enfin voilà, tout un tas de questions. Et donc déjà se poser ces questions-là. Et puis une fois qu'on se les est posées, qu'on réalise que c'est vraiment ça qu'on veut, donc la confiance en soi, je pense que déjà aussi
faut éviter aussi d'en parler. Enfin, quand on a un projet en tête, enfin, ça dépend pour comment. Encore une fois, il y a je pourrais trouver plein d'exemples où c'est le contraire, mais c'est vraiment important d'ancrer déjà son projet, son objectif, son rêve en soi, et être sûr que c'est bien solide pour ne pas se laisser influencer à droite et à gauche. Enfin, moi, je sais que si j'avais commencé à écouter tout le monde pour l'Everest ou pour l'Otse ou pour d'autres choses, je serais jamais allée jusqu'au bout. Et je parle pas que des au sommet, c'est pour d'autres choses aussi, les sciences des religions, l'hindouisme ou autres. Je serais jamais allée au bout de ce que j'ai commencé. J'aurais même pas osé en fait. Donc c'est vraiment important de toujours de s'écouter en fait. C'est juste ça en fait, vraiment s'écouter. Et des fois, parce qu'on a tendance un peu à étouffer en fait notre petite voix intérieure, c'est vraiment s'écouter, parce que finalement la confiance en soi, elle est très liée à cette petite voix intérieure qui ne veut qu'une chose, c'est s'exprimer en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de se centrer et éviter parfois d'en parler à droite et à gauche, parce que les autres ne sont pas forcément de bons conseils. Après, on peut toujours demander un avis, etc. Mais donc, je pense que la confiance en soi, elle est très liée aussi à cette voix intérieure qui est là, qui finalement, cette intuition qui est là pour nous guider, hein, quelque part. Et après, je pense que ça se développe aussi, la confiance en soi. Je sais par exemple, moi ça m'est arrivé notamment pendant l'OC où j'étais dans une équipe pas très sympa. Enfin, j'étais la seule femme de l'équipe et on s'est plus amusé à me rabaisser. On pensait certainement que j'allais pas y arriver, sauf que c'est le contraire qui s'est passé. Bref, et je sais que je répétais souvent des affirmations. Encore une fois, ça a l'air tout bête comme ça, mais je disais, je suis une femme forte. Je suis une femme pleine d'énergie. Je suis confiante. J'ai confiance en la vie, je suis au sommet. Enfin voilà, c'est bête, mais se répéter ça et que ça finit vraiment par marcher. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je t'interromps. Non. Parce que tu vois, il y a un truc qui m'a toujours paru bizarre, moi, personnellement. Après, voilà, moi, on fonctionne tous différemment. Mais c'est ces trucs assez à la mode où on dit, bah, si tu veux réussir ton projet, il faut que tu en parles à tout le monde, parce que quelque part, ça t'empêchera de reculer. Tu vois le truc de s'exposer socialement comme ça, je peux plus dire non parce que je l'ai tellement dit à tout le monde. Et en fait, quand j'entends ça, moi je me dis souvent, ouais, mais est-ce que la personne, elle veut vraiment le faire? Parce que si elle a besoin de la validation, voire d'éprouver de la honte si jamais elle le faisait pas vis-à-vis de son groupe des autres, peut-être qu'elle est pas vraiment sur son projet à elle. C'est-à-dire que comme si elle avait besoin de l'approbation des autres en fait pour avancer, quoi. Voire même du rejet des autres si jamais elle y arrive pas, ce qui est encore plus bizarre pour moi comme je comprends, Mais après, il y a des différentes manières de fonctionner. Moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Si en général, je trouve que ça, quand on a vraiment quelque chose qui est important. Alors, en fait, c'est pas qu'il faut pas le dire, mais il faut vraiment bien choisir les personnes à qui on le dit, en fait. Je pense que c'est vraiment une question de, à qui on va présenter, à qui on va partager son idée ou son rêve, son projet. Et c'est vraiment important de bien choisir et de pas comme ça forcément en parler, parce que je trouve que le projet, il perd aussi de sa force. Et puis après, il suffit un moment de faiblesse et puis on peut être, quelqu'un qui va nous dire, ah bah non, fais pas ça, tu vas pas y arriver, etc. Puis il suffit à un moment donné, on soit un peu plus fragile qu'à un autre moment et puis on va lâcher le truc, on va dire bah oui. Et c'est vrai que moi, par exemple, l'Otse, je l'avais dit à personne. C'était un peu dingue, j'avais jamais fait de 8000, quasiment pas de haute montagne, voilà. Et je l'avais dit à quasiment personne que j'allais grimper, juste à mes parents, à mes proches, mais parce que justement, je savais très bien qu'on allait me dire, mais t'es complètement folle, ou qu'est-ce que tu fais, t'es inconsciente. Du coup, je me suis dit, je préfère pas le dire. Et l'Everest, ça a été différent. J'avais déjà un peu plus de bagages, en le sens j'avais déjà grimpé un 8000 et puis d'autres montagnes. Mais l'Everest, ça m'a pas empêché d'avoir des critiques, parce qu'il y a toujours des gens pour critiquer, pour dire que voilà, surtout l'Everest, c'est pire. Et j'ai dû le dire parce que comme je cherchais des sous, j'ai dû l'annoncer, etc. Mais faut être fort.
Faut être fort parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, tout simplement. Il y a aussi des gens, il y a beaucoup de jalousie, hein, parce que surtout quand on se lance dans le projet d'une vie, dans son rêve, dans les choses qui nous plaisent, les gens, parce que eux-mêmes ils sont confrontés à leur propre peur parce qu'ils osent pas, donc ils vont préférer aller casser le rêve des autres ou leur projet parce que oui, c'est ça. Voilà, c'est bien plus confort. Pas beaucoup plus heureux, mais c'est plus confort. Ouais, tout à fait. C'est plus simple de critiquer les autres que d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est important, ouais. Ouais, et tu vois, il y a un autre truc tout simple que tu as dit, et je trouve que c'est bien parce que souvent c'est un peu, surtout chez nous, c'est un peu ridiculisé. C'est le truc des affirmations positives. Et c'est vrai. Moi aussi, au départ, je pensais, je me dis, c'est bateau et tout, je sais pas. Et en fait, ça marche vraiment. Mais en fait, c'est pas ça qui fait que c'est pas le seul truc, c'est qu'en fait, quand on veut vraiment réaliser quelque chose, et puis, d'abord, c'est important, effectivement, tu le dis, c'est qu'on en soit certain soi-même, qu'on n'ait pas besoin de l'approbation de son entourage. Mais une fois qu'on a passé ce stade, oui, on va rencontrer des moments où ça va être dur. Ah oui, ça veut pas dire qu'on n'a pas, c'est bien d'avoir une certitude, enfin de penser on veut ça, on désire ça, mais après il se peut qu'on ait des doutes, hein, c'est humain, c'est normal. Et elle vient te donner un petit peu des coups de boost au moment où tu en as besoin. C'est pas ça qui va faire. C'est pas parce que tu écoutes toute la journée que tu es le meilleur que tu vas devenir le meilleur en tout. Oui, non. Et une fois que tu es lancé et que c'est difficile. Et ça moi je le dis parce que j'ai énormément de gens dans mon entourage, dans les gens j'interviewe dans les chefs d'entreprise qui passent des périodes difficiles, qui me disent que c'est vraiment un truc qui les aide d'avoir des bouquins qui paraissent un peu des bouquins à la con, tu vas y arriver, etc., ou des trucs audio, etc. Ils disent, mais non, moi, ça m'aide vraiment, j'ose pas le dire, je le dis à personne, mais ça m'aide vraiment. Ouais. Et moi, il y a un bouquin, moi, je sais, et je l'ai encore en tête, ce livre qui m'a boosté. D'ailleurs, je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit, pourtant, bon, ça s'appelle La magie de voir grand, et c'est un Américain qui a écrit ça, c'était très à l'américaine, il faut tout voir en positif, etc. Mais moi, je me souviens que ça m'avait vachement aidé à avancer et puis à réussir, même quand j'avais beaucoup de doutes, quoi. Ça enlève les doutes, en fait, finalement. Ouais. Après, faut pas les nier, les doutes, ils sont là, mais c'est vrai que faut les accepter aussi, quoi. Et après, c'est essayer de se renforcer et puis d'y croire. Mais et en lien avec la confiance en soi aussi, je pense qu'il y a aussi l'idée, parce qu'on peut aussi se mettre beaucoup de pression à soi quand on veut réaliser son objectif ou son rêve. C'est important aussi d'accepter dès le départ que oui, c'est ça qu'on veut et de mettre tout en œuvre pour que ça marche, mais accepter le fait dès le départ que déjà on contrôle pas tout et qu'il y a une possibilité que ça échoue, quoi. Et je pense qu'après ça enlève en fait énormément de pression et je pense que ça peut que renforcer la confiance en soi. C'est que oui, on a confiance en soi, mais c'est vrai qu'on ne contrôle pas tout en fait. C'est juste l'accepter qu'il y a des éléments qui nous dépassent et je pense que ça permet déjà d'avoir un certain relâchement et de trouver un équilibre. Ouais. C'est-à-dire que toi, au moment où d'abord tu décides, puis que tu as bien compris que c'est ce qui te motivait vraiment et que tu voulais faire, au même moment, tu te dis aussi, ouais, mais peut-être ça va échouer ou c'est plutôt au départ, je me dis ça. Alors non, c'est faux parce que j'ai même une vidéo de moi parce qu'il y a un film documentaire là, qui va sortir bientôt sur mon ascension de l'Everest. Ok, on mettra un lien. Ah ouais, il y a le teaser, mais à un moment donné, je me filme moi-même. Enfin non, même pas. Je demande à mes camarades dans la tente. On est coincés dans une tempête de neige au col sud, donc à quasiment 8000 mètres. Et donc on est censé grimper le soir même, commencer l'ascension finale pour l'Everest. Et moi dans ma tête, je me dis mais c'est de la pure folie d'aller avec une telle météo, mais c'est pas possible, quoi. Je comprends même pas. Sur le moment, je me dis mais pourquoi le chef d'expé nous dit d'y aller alors qu'en plus on venait juste d'arriver, on n'avait même pas eu le temps de se reposer ni même de boire. Et à un moment donné, je me dis, je passe mon téléphone. Alors j'avais que l'iPhone là, mais parce que normalement il y avait une équipe, mais ils étaient derrière. Et je passe l'iPhone à mes camarades et je leur dis de me filmer. Et je commence à m'exprimer. Et là, sérieusement, j'avais un gros doute. Je m'exprime moi-même et j'en rigole presque. Et je me dis, en fait, ça va pas être si simple que ça. Je suis
vraiment pas sûre d'aller au sommet. Et franchement, je commençais à douter. Je me suis dit, bah là, ça me dépasse vraiment. Donc ça, c'était bien après l'accident dans la chute de Sérac, etc. Il y avait déjà une autre étape. Mais là, je me disais, j'arrive à quasiment 1000 mètres. Là, j'ai des doutes si je vais y arriver. Mais là, les doutes, ils étaient bien là. Mais et donc, oui, ça me rappelle ce moment. Mais du coup, ça t'a aidé d'avoir des doutes ou ça t'a aidé à Pas de les remonter accepter, d'en rigoler presque. En fait, il y avait une partie de moi qui regardait la situation. Je devenais comme si, alors à la fois j'étais Oriane, dans plein dedans, la tempête, etc. On était à 5 dans une minuscule tente pour 2 personnes. Et à la fois, en fait, c'est comme si j'étais tout d'un coup, j'observais la situation et j'en rigolais. C'est comme si, en fait, je m'auto-observais. Et je me disais, mais dans quelle situation? Mais ça me faisait presque rire, en fait. Je veux dire que je me retrouve en pleine tempête, voilà, et on nous dit maintenant d'aller au sommet. Enfin, c'était tellement gros, enfin, complètement en décalage. Je me dis, mais c'est n'importe quoi, en fait. Et je finissais par en rire. Et je pense que c'est bien aussi parce que ça permet aussi de relâcher un peu la pression à nouveau. Parce que voilà, quand on est trop acharné et trop, je pense qu'on va, c'est pas une bonne chose en fait pour atteindre son objectif. C'est bien, voilà, d'être déterminé, mais il faut aussi, voilà, faut aussi un petit peu prendre du recul. Moi, j'ai déjà vu aussi ça chez des entrepreneurs. Une que je connais bien d'ailleurs qui a repris un restaurant. Et par moments, elle se dit, mais n'importe quoi, dans quoi je me suis. Mais en fait, c'est pas ça qui va l'empêcher d'y aller. Au contraire. Non, pas du tout, ouais. Et justement, ça revalide en fait. C'est-à-dire, tu trouves ça un peu cinglé. En fait, tu te mets à la place de quelqu'un de l'extérieur qui te regarderait. Du coup, ça te fait rire. Et souvent, l'humour, c'est ça, hein, c'est se regarder, surtout l'autodérision, c'est de se regarder comme si on est... Tout à fait. Et de te dire, ouais, mais j'y vais quand même, quoi. C'est-à-dire, ça revalide presque quelquefois. C'est assez subtil, mais ça revalide. Ok. Ouais, non, c'est bien d'avoir un petit touche d'humour et se regarder, quoi, soi-même, s'observer. Ça permet de mettre un peu de distance et je pense que c'est très très lié aussi à la confiance en soi. Toujours on est à la fois l'acteur et à la fois on s'observe en fait. On est aussi le spectateur. Toujours avoir plus, toi, t'as été jusqu'au bout parce que tu t'es filmé. Enfin, tu t'es fait filmer. C'est vraiment comme si tu te regardais. Pour le coup, En fait, je pense que souvent, hein, les gens qui comme ça, qui ont des challenges, qui se mettent des challenges ou des défis très élevés, ils ont une vie intérieure assez forte. C'est sûr. Parce que justement, tu joues plusieurs personnages, t'es plusieurs personnes, ta motivation elle est jamais au top en permanence, par moment en bas. Et je pense, c'est peut-être le fait que tu aies fait des études liées à la religion ou à la philosophie. C'est des retraites aussi, des méditations, c'est cette capacité à s'observer. Et je pense que c'est... alors, je dis pas que je suis loin d'être détachée, d'y arriver tout le temps, mais toujours essayer d'avoir un regard distant. On est à la fois l'acteur, mais aussi le spectateur et se dire toujours que au final... il y a rien de grave en soi en fait, même si je sais ça paraît difficile à dire quand on voit la souffrance, les guerres, enfin même à la Croix-Rouge, j'ai vu des choses pas drôles quand je visitais les prisons au Burundi ailleurs, enfin où il y a c'était dur et malgré tout il y avait toujours cette distance et même par rapport même les détenus en fait ils l'avaient, enfin c'est vraiment un regard sur la vie et ça change tout. Il y a une leçon aussi, je pense que à travers ce que tu dis, qu'on peut, pour l'instant, on est au niveau, je pense, des leçons qu'on peut apprendre quand on est manager ou on est dirigeant et que on se regarde soi-même, c'est-à-dire comment on trouve la motivation, qu'on relève des défis, etc. C'est qu'à chaque fois, en fait, je trouve que tu insistes davantage sur l'histoire, sur ce qui s'est passé ou pourquoi tu l'as fait, et comment tu l'as fait, que sur la performance en elle-même. C'est-à-dire que évidemment, tu dis, oui, l'Everest, je l'ai fait. Enfin, c'est quand même mais la question, c'est est-ce que la performance, c'est important ou qu'est-ce qui est important là-dedans, en fait Alors ça, c'est une réponse des fois parce que je l'ai eu dans l'entreprise. Hein. Alors
Ouais. J'essaie de mesurer ma réponse parce que je sais que dans une entreprise, ce qu'on cherche aussi, c'est le résultat avant tout. Ouais. Donc c'est toujours difficile. C'est comme si, voilà, on a un sommet. Enfin, c'est ça qu'on cherche finalement, atteindre le sommet coûte que coûte. Après, c'est vrai que moi, dans mon approche, je me dis toujours que ce qui est important, et je pense que c'est la bonne approche quand on se lance, notamment pour gravir un sommet ou dans n'importe quel projet, c'est bien sûr on se fixe un objectif, on se fixe un sommet, mais l'important c'est aussi c'est tout le chemin, c'est ce qu'on va apprendre sur ce chemin, c'est les leçons qu'on va en tirer. Et pour moi, tout a aussi une raison d'être et un sens. C'est que quelque part, si à un moment donné, on n'atteint pas le sommet, on n'atteint pas son objectif, ou il y a quelque chose, c'est que c'était pas le bon moment, qu'il y avait peut-être qu'il y a autre chose, il y a une autre porte, il y a une autre voie, il y a une autre opportunité. Mais je pense que se focaliser encore une fois et s'acharner sur un objectif, parce que c'est quelque part, ça serait un peu de l'acharnement. C'est différent la détermination, mais après c'est s'acharner. Et je pense que finalement, c'est à ce moment-là qu'on va rater. On va rater justement l'objectif en fait, l'objectif qui est recherché. Et je pense que c'est vraiment une question d'équilibre entre vouloir atteindre son objectif, la détermination, et puis et vraiment avoir cette compréhension que finalement tout se passe aussi pour le mieux. On va tout faire pour que ça marche, bien sûr, mais que des fois si ça marche pas comme on le souhaite, c'est que c'est peut-être mieux comme ça. Et voilà, j'ai plein d'exemples à ce sujet. C'est comme un pèlerinage. Je parlais de Compostelle, les pèlerins, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas Santiago des Compostelles qui est important. C'est vraiment tout le chemin, tout ce qu'on a vécu. Et je pense que c'est ça au final qui est important. Et plus on a ça en tête, et plus je pense on sera justement capable d'atteindre l'objectif. Parce que si on voit que l'objectif, on va passer à côté plein de choses, et là on va rater l'objectif. En fait, quand tu te fixes ton objectif, t'es ultra motivé. Ouais, je veux faire le machin. Et c'est très bon, ça. Moi, je pense que c'est bien de mettre la barre très haut et d'avoir de l'ambition, parce que voilà, c'est ce qui va nous exciter au début. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire on est en train de progresser vers l'objectif, ça n'est que frustrant de se dire je suis pas encore à l'objectif. Je suis pas encore à l'objectif. Je suis pas encore à l'objectif. C'est totalement démotivant, quoi. Ça tue ta motivation. Au moment où tu te fixes le truc, tu as besoin de beaucoup d'énergie pour te lancer, pour prendre ta décision. Une fois que la décision est prise, c'est plus ça qui va te motiver. Moi, je conseille souvent, quand vous fixez des objectifs, faut une ambition, faut faire plus 50, enfin, j'en sais rien. Mais après, quand on est sur le chemin pour y aller, ça risque d'être démotivant que de rappeler sans cesse qu'on n'est pas encore à l'objectif. Ce qui est plus intéressant, par exemple, c'est de se dire, on a progressé. C'est la progression, là, qui devient intéressante. Et je suis d'accord aussi avec toi que il faut pas non plus être complètement borné. Alors ça, c'est plus subtil. Et qu'à un moment, il faut savoir pivoter. Parce que souvent, ce qui marche bien, c'est d'avoir toujours son objectif en tête quelque part. Mais le chemin pour y aller, il faut être assez souple et assez patient pour y arriver. Parce que sinon, avoir cette ouverture, en fait, cette flexibilité. Puis peut-être que c'est pas le bon objectif. Peut-être qu'on pensait à la base que c'était ça. Puis en fait, c'est peut-être autre chose. C'est pas forcément, et donc être capable de s'adapter, en fait, constamment, et ne pas rester figé, en fait, sur sa position. Et là, c'est vraiment l'adaptation au changement, en fait. On se fixe un objectif, sachant que, les choses, elles peuvent changer, et accepter, ce qui vient, en fait, parce que sinon, là, on va tout droit à l'échec, sinon. Je pense. Et est-ce que tu as des exemples, justement? Est-ce que toi, dans ton vécu, parce que, concrètement, est-ce que ça t'est déjà arrivé, effectivement, en cours de route, de te dire, non, parce qu'en fait, il y a ce truc-là de, faut vraiment beaucoup d'énergie quand on se fixe un truc, mais il y a un moment, le risque, c'est ce que tu commençais à dire, je crois, tout à l'heure, c'est de savoir aussi, entre guillemets, renoncer. C'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait, là, je change de chemin parce que là, ça va mal finir, quoi. Je parle autant dans ton cas que dans le cas d'un manager où c'est moins grave, on va dire, de persister jusqu'à vraiment se mettre en risque, mais il y a un risque quand même. Comment ça se passe? Est-ce que tu as eu des moments
peut-être dans ton Ouais. histoire, où tu as dû pivoter. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon pour quelqu'un Moi, je donne souvent l'exemple, par exemple, le Lhotse. Le Lhotse, alors ça a été une expédition aussi difficile, compliquée, enfin notamment en raison de mon équipe, hein, qui n'était pas d'un grand soutien. Mais Oui, c'est là où on te faisait sentir que tu étais une fille et que donc, c'est ça? voilà, que j'étais fragile et que j'y arriverais pas et que je devais payer plus mon Sherpa que eux. Enfin, c'était tout le contraire qui se passait. C'était plutôt parce que et que en gros, que j'étais pas capable d'aller au sommet. Mais ça a commencé quand j'ai été, parce que on passe par des phases d'acclimatation, on va pas directement au sommet. Ça a commencé quand il se trouve que j'ai été la première à toucher le camp 3 qui est à 7200 mètres, et quand je suis redescendue, là, tout a commencé à partir de là. C'est qu'on a commencé à m'ignorer, à pas m'adresser la parole et à me faire des réflexions comme quoi, en gros, j'étais pas capable d'aller au sommet. Alors qu'au final, j'étais une des rares seules à avoir atteint le sommet dans l'équipe. Hein. Les autres ont dû D'accord. abandonner pour différentes raisons. Ça a été très compliqué à ce niveau-là, Pas par plus que hasard. tout le reste au final. Alors que déjà à gravir à 8000, c'est pas simple, hein, même voilà en temps normal. Mais là, avec une équipe qui était pas du tout qui me soutenait pas, qui s'amusait à me rabaisser, donc ça n'a pas été simple. Mais par rapport au Lhotse, quand on parlait de l'objectif et le fait de l'atteindre, du chemin, etc. Moi, j'ai cet exemple qui est assez parlant. Quand j'étais au camp 4 du Lhotse, donc c'est aussi quasiment à 8000 mètres. Il se trouve que en fait, il y a eu un micmac au niveau des masques à oxygène et je me suis retrouvée avec un masque à oxygène qui n'était pas le mien. Voilà. Et le masque, il se trouve que le masque s'est cassé à quasiment 8000 mètres, donc au camp 4 du Lhotse. Donc là, bien sûr, ça a été très compliqué parce que ça Ouais, voulait sans dire masque, de toute façon, c'est mort. Sans masque, déjà c'est alors en plus c'est une autre alors quand on grimpe sans oxygène c'est une autre préparation donc c'est pas du tout d'accord. la même phase d'acclimatation c'est une autre stratégie donc que je n'avais pas faite parce que je pensais voilà gravir avec oxygène aussi avec mes antécédents médicaux je me dis j'allais pas commencer à en rajouter déjà que bon Mhm. voilà c'était déjà bien si j'y arrivais avec oxygène et puis grimper avec sans oxygène c'est extrêmement dangereux et là je le répète à nouveau parce que tout le monde en parle à chaque fois surtout à Chamonix ailleurs etc. Ah oui tu l'as fait avec ox bah oui j'ai fait avec oxygène les chances de mourir en tout cas d'avoir des amputations sont énormes hein, voilà parce que du coup le Sympa. sang circule il y a moins d'oxygène dans le corps mais surtout le risque de mourir est énorme et quand on voit les statistiques pour les 8000 en tout cas pour l'Everest il y a quand même 26 fois plus donc il y a les chiffres hein, voilà faut regarder les chiffres il y a 26 fois plus de chances de mourir quand on grimpe sans oxygène et donc l'année dernière il y en a qui sont morts sans oxygène cette année il y a eu 8 morts bon, moins que l'année dernière mais parmi les 8 morts il y en avait 3 qui grimpaient sans oxygène quoi donc ça c'est voilà donc c'est juste un petite parenthèse par rapport à Ouais. ça donc je me suis dit en fait je me suis retrouvée au col sud sans aucune solution en fait parce que c'est un tout petit camp à l'époque il y avait beaucoup moins de monde qui grimpait le Lhotse et donc sans solution voilà sans autre masque d'oxygène et donc j'ai essayé de trouver quand même malgré tout une solution avec mon Sherpa puis au bout de 2 heures on s'est rendu compte qu'il y en avait pas et donc là je me suis dit je me suis dit et là c'est pour ça que je vais insister là-dessus je me suis dit après tout c'est peut-être mieux comme ça Mhm. c'est que peut-être que c'était un signe que je ne vais pas aller au sommet, que qui sait, peut-être que si je vais aller au sommet du Lhotse, je vais mourir là-haut. Ouais. Et ou peut-être, et puis après tout, c'est quoi le sommet? C'est juste un tas de roches et de glace. Et je Ah me ouais, suis dit, quand même, ouais. c'est pas si grave en soi. C'est voilà, je suis allée jusqu'au bout, tout ce que j'ai Je suis fait tout ce toujours que je vivant. pouvais. Je suis toujours vivante, j'ai fait tout ce que je pouvais pour y aller. Puis ça ne marche pas comme je le souhaite. Et pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais en plus testé avant mon masque à oxygène, enfin celui qui devait être le mien, mais il y a eu un changement pour voir si ça marchait bien. Enfin bref. Et là, en fait, tout d'un coup, je me suis sentie beaucoup plus apaisée. Et c'est à ce moment-là vraiment, il y a eu vraiment un déclic. Il y a comme, on peut l'appeler, on peut l'appeler ça du lâcher prise ou autre. Ouais. Mais j'ai vraiment accepté intérieurement que je n'irais pas au sommet.
Et c'était bien comme ça. Donc, c'était pas du tout quelque chose de théorique. Et je me suis dit, bah, finalement, ce qui est important, c'est plus le chemin. Et là, mais vraiment très rapidement, hein, quand j'ai accepté que j'ai renoncé, concrètement, hein, j'ai renoncé, voilà, mais j'ai renoncé intérieurement. Et très rapidement, mais peut-être dans le quart d'heure ou les 20 minutes qu'on suivit, il y a un Sherpa qui revenait du col sud, en fait, qui venait d'ailleurs. Enfin, il venait de faire l'Everest, mais il allait pas faire tout l'Otse, parce que c'est pas les mêmes camps pour l'Otse et l'Everest. En fait, c'est la même route, sauf qu'à la fin, ça bifurque. D'accord. Et le Sherpa, il passait par notre camp, alors qu'il n'était pas du tout censé passer par notre camp. Donc, mon Sherpa l'a intercepté, lui a expliqué le problème, et l'autre a dit, alors qu'on était déjà en fin d'après-midi, pour moi, c'était fini, quoi. Il y avait pas, voilà, je ne faisais pas le sommet. Et là, il a accepté de me prêter son masque, voilà, Génial. pour $100. Enfin bon, j'étais prête à $100, c'était rien. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quand on lâche prise et quand on a fait tout ce qu'il fallait pour arriver jusqu'à son objectif et que malgré tout, bah ça marche pas comme on veut. C'est à ce moment-là vraiment quand on lâche prise, bah que là les portes s'ouvrent. Et pour moi, ça a été vraiment ouais, enfin j'y pense encore aujourd'hui parce que des fois on a tendance à foncer et puis à prendre. Et c'est quand finalement on lâche, et que ça marche aussi. Donc il y a vraiment aussi cette idée. Et là on en revient au chemin, le fait d'apprécier tout le chemin qu'on a vécu, les leçons qu'on a C'est apprises, tout ça. ça. Ouais. Et c'est plus important au final que le sommet en soi. Et c'est ça finalement, c'est le fait d'apprécier tout le chemin parcouru qui va nous aider au final à aller jusqu'au sommet, Hmm. plus qu'au de ne voir que le sommet, quoi. Et puis un autre truc que tu as dit pour moi qui est absolument fondamental, c'est que tu avais fait le mieux possible. Ah oui, bah là j'avais fait tout ce qu'il Ouais. fallait, y Non, mais je compris pense que supporter c'est les. ça. Ouais, Là, tu pouvais pas avoir, enfin, tu peux toujours avoir ouais, des regrets, mais tu peux ouais, avoir des regrets sur ce qui dépend pas tout à fait. enfin, tu peux avoir des regrets, pardon, sur ce qui dépend de toi. De toi, Ah, tout à mince, fait. j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Là, en Exactement. l'occurrence, tu avais fait le mieux, de Tout. ton mieux. Donc, déjà, faire de Ouais, son mieux à ce niveau-là, ouais. c'est déjà un énorme progrès. Puis Mm. après, il y a des trucs qui arrivent, bah ouais, il y a des trucs qui arrivent et c'est pas de ton fait. Donc, il y a Ouais. aussi ce truc un peu des stoïques de dire, pour pouvoir avancer, il faut que j'accepte ce qui est. C'est-à-dire que Tout je à peux fait, pas ouais. me révolter en permanence contre tout ce qui va pas autour de moi parce qu'il y a plein de choses, déjà, j'ai pas la Qu'on main contrôle dessus. pas, bah Bah voilà. exactement. Et je Et pense que ça c'est quelque chose à dire par les managers que des fois pour qu'ils aussi se lâchent un peu la pression qu'ils ont sur eux. ouais, C'est vraiment accepter aussi d'être vulnérable. Comme à 8000 mètres, on est dans la zone de la mort, bah, on contrôle pas tout. Et bah bah, eux, ouais, dans certaines situations, alors, sont peut-être pas à 8000 mètres, mais quoique, des fois, ça peut être des situations très critiques. Et juste d'accepter le fait que, d'accepter cette vulnérabilité, accepter le fait qu'ils puissent pas tout contrôler. Et en fait, je pense que plus ils accepteront cette vulnérabilité et le fait qu'ils puissent pas tout contrôler, et plus ça aura un impact en fait sur leur environnement, un impact positif, que l'équipe aura plus confiance, ils sentiront que voilà que leur manager est sincère, qu'il est authentique, ouais, ça va générer de la confiance. Mais il ouais, faut déjà accepter le fait que oui, on ne contrôle pas tout des fois, ouais, voilà. ouais. Et qu'on peut pas promettre des choses qui ne dépendent pas de nous. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que tu peux promettre à ton boss ou à tes collaborateurs, c'est je ferai de mon mieux. Ça, par contre, je ferai de mon mieux. Mm. Maintenant, le résultat, ouais, on vise ça. Ça, c'est ce qu'on vise. C'est Mm. l'idéal. Mais après, on fait de son mieux. Il y a, je pense à un truc que m'avait dit Charles Pépin. Tu sais, Charles Mm. Pépin, Oui. tu vois, Ouais, il a ouais, écrit tout un à fait. bouquin sur la confiance qui est Ouais. absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, il prend souvent l'exemple des alpinistes. Ouais. Et il dit un truc à un moment, alors je sais plus dans quel contexte c'est, mais qui m'a marqué. Et ça, je voulais savoir si c'était vrai. Peut-être tu le sais, peut-être tu le sais pas. Mhm. Il disait qu'il y avait plus souvent des accidents quand on redescendait que quand on montait. Ah, complètement, ouais. Ah Ah ouais, ouais? bah, je suis tout à fait d'accord. Bah, en fait, c'est pour ça que quand on atteint le sommet, alors bien sûr, c'est un grand moment de joie, hein. Mm. Bon, même si gravir à 8000, enfin, en haut, c'est très inhospitalier Ouais, comme tu lieu, restes pas hein. On n'a longtemps. pas, non, non, non. C'est bon, je l'ai Surtout fait. surtout l'année dernière, ça a été l'année la plus froide qu'ils aient jamais enregistrée pour l'Everest. Donc, voilà. Et puis, bah, il y a toujours 3 fois moins d'oxygène, hein, juste pour Ouais, rappel et tout. Donc, c'est pas du tout un endroit où on traîne, mais on est quand même
enfin c'est une énorme joie d'atteindre finalement, enfin surtout l'Everest, hein. Mais on pense surtout aussi à redescendre. On sait qu'on a toute la redescente à faire et que finalement le sommet, enfin l'objectif, il est pas quand on atteint le sommet, il est quand on revient vivant, sain et sauf au camp de base. Et la preuve, enfin moi, il m'est arrivé à nouveau d'autres choses en redescendant, c'est-à-dire que comme rien ne s'est passé comme on a prévu, alors ça voilà, ça c'est de base, c'est souvent le cas partout, mais là encore plus en haut. On est resté au final 3 jours dans la zone de la mort, donc moi j'avais plus d'oxygène pour redescendre. Le dernier jour, j'avais même plus d'eau, rien à manger, enfin bref. Okay. Et en descendant, j'étais tellement fatiguée qu'à un moment donné, au niveau de ce qu'on appelle la yellow band, la bande jaune, c'est une couche de roche. À un moment donné, j'ai lâché la corde et en fait, je suis tombée. Et je suis tombée sur mon pied. Je pensais que j'allais pouvoir me rattraper, sauf que le pied, il s'est fracturé. En fait, il a tourné. Et donc là, je suis à 7800 mètres d'altitude. Hein. Donc là, il y a pas de secours, il y a rien. Hein. Il faut quand même malgré tout redescendre. Donc là, concrètement, juste pour une fracture, on peut y passer. Et ça a été l'enfer, mais l'enfer pour redescendre, quoi. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Il y a pas, on peut pas là, c'est trop pour les hélicos. Alors des fois il y a des exceptions, mais c'est très très compliqué. Et donc jusqu'au dernier moment, voilà, la victoire, elle est pas au sommet, la victoire, elle est en bas. Donc c'est ça aussi, ça à prendre en compte. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Charles Pepoff, j'ai pas écouté, mais du coup j'ai réécouté ce qu'il a dit et tout, mais je suis tout à fait d'accord. Dans son bouquin ou si ouais. Mais c'est vrai que la majorité des accidents, ils surviennent surtout, enfin c'est bien connu, hein, ils surviennent surtout à la descente parce qu'on a mis toute son énergie à gravir, à l'arrivée jusqu'au sommet, et donc on est épuisé. Et je pense que c'est aussi pareil dans n'importe quel projet, quoi. Donc faut faire bien attention à définir aussi c'est quoi le sommet, quoi. Oui, ouais, et aussi à gérer les moments de relâchement une fois qu'on a atteint le truc. Ouais. Anticiper, ouais, aussi. Mais bon, il y a des choses, des fois, ce sont difficiles d'anticiper. Si on m'avait dit que j'aurais une fracture. Alors justement, ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est un truc que tu as dit assez rapidement. Tu dis, faut partir du principe que ça se passera pas comme on l'a prévu. Ouais, ah oui, c'est assez. En fait, tu dis ça, mais en même temps, tu vois, quand tu parles de l'oxygène, t'as les chiffres, t'as quand même tout super bien étudié. Ah oui, j'anticipe, j'essaie d'anticiper au maximum tous les scénarios possibles. Ouais. Mais je sais qu'à la base, malgré tout ça, il y aura forcément des imprévus. Alors, c'est presque. Alors ça dépend des contextes, hein. Bien sûr, c'est pas, mais en tout cas dans des zones, enfin comme quand on fait un 8000, ça faut partir avec ce principe-là que. Et d'ailleurs même dans l'humanitaire, quand j'étais au comité international de la Croix-Rouge, c'était c'était aussi pareil. C'était il y a rien de ce qu'on a. On prévoit. On essaie d'anticiper tout, mais on part aussi du principe que ça se passera pas comme on a prévu. Alors. C'est quoi comment ça marche ça? Parce que d'abord, moi, ça m'intéresse vachement ce truc-là parce que tu vois, t'es dans une entreprise. En fait, on te demande de tout prévoir à l'avance. On est quand même dans une culture de la planification. Et voilà, si j'ai fixé un objectif à 30 000 au bout du trimestre, ça veut dire qu'au bout du premier mois, je dois être à 10 000, au bout du deuxième, enfin, je dis n'importe quoi. Mais on a l'impression que, faut que presque jour par jour, on sache ce qui se passe. Et souvent, ce qu'on vit, c'est pas du tout ça. Non. C'est le chaos. Tout d'un coup, il y a un Covid qui arrive. Il y a c'est ça, on l'a vu avec le Covid. Du coup, ça bouleverse tous les plans. Et du coup, c'est dur. On peut être tenté de se dire, donc en fait, ça sert à rien d'avoir des objectifs. J'ai qu'à y aller comme ça, puis on verra ce qui se passe. J'ai pas besoin de vision parce que finalement, je peux rien prévoir, etc. Mais quand t'as pas de vision, c'est pas bon non plus parce que tu tournes en rond. D'accord. Que toi-même, t'ajoutes du chaos au chaos. Comment ça marche en fait ce truc Comment je sais pas si toi t'as. Non, je comprends ce que. Déjà, est-ce que tu gères mieux le chaos de ce qui se passe dans la réalité par rapport à ce que tu as prévu qu'au début? Est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage de ça et elle repose sur quoi? C'est quoi? Comment on se prépare au chaos en fait finalement?
Alors, je pense que comme tu dis, c'est important, quoi qu'il arrive, enfin, d'avoir une vision, définir son ou ses objectifs, de se préparer. Mais après, c'est vrai que souvent, bah, ça se passe pas comme on a prévu. Enfin, pas tout le temps, hein, mais Ouais. ça, en tout cas, ça l'est dans certains cas. Et je donne souvent l'exemple de la cascade de glace. Justement, j'ai l'accident, donc c'est sur plusieurs kilomètres, cet énorme glacier, et en fait, c'est constamment en mouvement. Ça bouge sans cesse. C'est un glacier qui fait qu'avancer, et Ok. donc il faut vraiment la clé pour survivre, c'est vraiment de traverser la cascade le plus rapidement possible et vraiment s'adapter. Donc en fait, c'est de l'adaptation, pas que pour la cascade, mais de manière générale, mais en particulier sur la cascade, c'est vraiment s'adapter le plus rapidement possible. Et donc, je pense que la clé, et ça, je fais référence à d'autres dans la vie normale entre guillemets, Ouais. c'est vraiment faire preuve d'agilité en fait. Et donc, Ouais. peu importe ce qu'on ait pu prévoir, les plans qu'on ait pu faire il y a un an, il y a 6 mois ou encore le matin même, il faut se dire, voilà, ils sont déjà dépassés. Il faut vraiment agir en fonction de la situation présente. Donc, vraiment intégrer ça et donc faire preuve d'agilité. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que Ouais. le monde est changement en fait. Ouais. Et là, on l'a vu avec le Covid, mais c'est avec d'autres aussi. Donc, faut constamment en fait s'adapter oui, faire face à l'incertitude, en fait, c'est ça, Hmm. faire face constamment à l'incertitude et être prêt à ce que tout puisse arriver, en fait, tout simplement. Hein. Donc Et que il y tu a pas, il maîtriseras y a pas, rien en fait. d'acquis. Oui, tout à fait. On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité, que il y a des éléments qu'on contrôle pas et qu'il faut les accepter parce que voilà, parce qu'on Hmm. peut juste pas les contrôler. Donc et plus on acceptera cette part d'inconnu et ou cette vulnérabilité, plus finalement on sera capable de faire face à l'adversité et à l'incertitude. Hmm. Parce que plus on lutte et plus ça va donner l'effet inverse en fait. Ouais, Du c'est coup, ça. ouais. Et Donc je presque, il pense que faut. c'est ouais. Ouais, t'as presque. Je vais exagérer parce que je pense que dans les conditions dans lesquelles toi tu le fais, mais quelquefois l'imprévu est plutôt bienvenu parce que tu te dis c'est une occasion d'affiner encore ta capacité à t'adapter. Il y Mm. a. Ça dépend. Dans Non, certains cas, je veux dire. non. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est pas que tu souhaites que ça arrive, Oui, mais bien une sûr. fois que c'est en train d'arriver, bah c'est tout. Ça sert à rien de dire ah bah zut alors ça aurait pas. Non, c'est de Ouais. pivoter, de se dire ok, les données ont L'accident changé. dans la chute de Sérac, sur le moment, non. Je me disais, quand Non, mais j'ai vu oui. la mort, mais après coup, c'est vrai. Et puis après, je suis allée à l'hôpital. Et puis je suis revenue. Malgré tout, j'ai quand même atteint le sommet de l'Everest, malgré tout Ouais, ce qui c'est s'est ça. passé. C'est vrai que je me dis, finalement, c'est pas quelle chance, mais enfin oui, oui, en fait, quelle chance que finalement j'ai pu traverser cette expérience parce que je me rends compte à quel point, alors je m'en rendais déjà compte avant, mais c'est un rappel que la vie elle est précieuse, que tout peut changer à Mm, la dernière minute et merci la vie que je sois encore en vie, enfin une forme de gratitude, c'est important aussi ça d'être mm, d'avoir ça. Mais et donc je me dis finalement quelle belle expérience, même si sur le moment moi j'ai vu la mort, donc mm. c'était et puis aussi de me rendre compte de quoi je suis capable. J'ai énormément appris parce que si on m'avait dit avant que j'aurais été dans une chute de sac et que malgré tout j'y serais retournée, je serais remontée au camp de base pour gravir l'Everest. Enfin, je me dis là quelque part par rapport à la confiance en soi, oui, j'ai encore Oui, appris des choses sur moi, exactement. j'ai développé cette confiance en moi, cette confiance en la vie et c'est très précieux. Donc Mm. je me dis quelle chance, mais c'est sûr que sur le moment moins, mais après coup on voit que oui, c'était une belle expérience en fait. Ouais, et c'est pour ça que je dis, je fais attention au parallèle, parce que quand tu es dans une situation où tu es en danger de Ouais. mort, tu te dis pas, ouais, génial. Bah, ça, c'est sûr. Mais dans un autre contexte qui est celui de l'entreprise, moi, il y a un truc que je dis souvent à mes équipes quand ça part un peu en cacahuète, c'est de dire, mais quand tout va bien, tout le monde est bon. C'est quand ça merde qu'on voit Ah si bah on est bon. complètement, ouais, Et ouais. là, si même quand on a eu ça, on s'en est sorti, mais qu'est-ce que ça nous construit comme confiance et quel apprentissage pour l'avenir, en fait. Ouais, complètement, ouais. C'est Et, ça, et en fait, le moment où tu sors de ta zone de confort, c'est quand ça merde, c'est pas quand tout va bien, je veux dire. ah ouais, totalement, ouais, ouais, ouais. Et avoir cette capacité, et je pense que
avoir cette capacité, cette aptitude aussi à, quand les choses justement ne marchent pas comme on les avait prévu, comme on avait prévu, c'est de saisir justement ces occasions, de les voir comme une opportunité en fait, Ça, et ouais. pas le contraire. Et je pense que c'est vraiment une aptitude parce que des fois on peut être tellement focalisé sur l'objectif en soi que finalement on va passer à côté d'autres opportunités, que en plus finalement c'est peut-être des chances que finalement ça ne marche pas et qu'il y ait d'autres choses qui marchent en fait. Mais que sur le moment on est tellement focalisé, donc vraiment essayer de d'élargir en fait d'élargir sa vision, et voir les choses autrement en fait. Je pense que Mm. et c'est là où les autres opportunités apparaissent. Mm. Mais donc je pense que c'est aussi dans cet inconnu, cette incertitude que il y a autre chose qui apparaît. Voilà. Mm. Ouais, Autre ouais, puis voilà. c'est là qu'on se révèle. Souvent, moi, j'aime bien. Enfin, moi, j'ai un bouquin que j'ai adoré. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle Antifragile de Nassim Nicolas Je l'ai Taleb. pas lu, mais je de nom, ouais. Ouais. Il a un autre livre qui s'appelle Skin in the Game, en français Risquer sa peau, Mhm. et où il dit qu'en fait, l'être humain, il ne fonctionne jamais aussi bien que quand il risque sa peau, entre guillemets. C'est pas forcément Ouais. à prendre au sens littéral. Il Mhm. dit par exemple que les gens qui prennent des décisions, qui sont dans des structures extrêmement technocratiques où en fait il n'y a aucun risque pour eux, souvent ils Moi, prennent ça me va pas forcément. Enfin, je l'ai vu, c'est ça. ça Ils- me stimulait pas en fait. Mais puis ils Et du prennent de coup, mauvaises décisions surtout. ouais, je suis Parce qu'en fait, complètement tu d'accord. prends une bonne décision quand tu risques ta peau, entre guillemets, ou Ouais. voilà. Et que du coup, dans une entreprise, il faut essayer que ce soit les gens du terrain qui prennent le plus les décisions parce que c'est les plus concernés par les Mm. décisions qui sont prises. Et souvent, Mm. elles sont meilleures pour la survie de l'entreprise. Et je pense que tu en es une bonne illustration. Toi, bon, clairement, tu risques ta peau. Hein, quand tu Mm. décides de faire ce que tu fais, tu risques ta peau quand même. Mm. Et l'être humain, il est tellement bien fait que c'est là qu'il devient le meilleur, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai que dans les situations chaotiques, parce que ou des fois quand on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps, et Alors, c'est là vraiment c'est le rôle de l'intuition, ah et voilà, bah, que c'était ma finalement dernière question. c'est quand on se connecte parce qu'on n'a pas tous les éléments, et c'est en vraiment en étant centré, enfin dans l'instant, qu'on prend les meilleures décisions. Je trouve. Donc tu crois à l'intuition. C'est pas plus que j'y crois, elle est là, et souvent ça m'a sorti, c'est pas que ça m'a sorti de situation, mais je vois bien que quand je l'ai pas écouté, Ouais. ça s'est pas forcément bien passé, ou c'est vrai que souvent je me suis rendu compte que des fois quand je l'ai pas suivi, mais pour des situations toutes simples, hein, et finalement il s'avère que j'aurais dû m'écouter, et donc c'est souvent comme ça parce que des fois c'est pas c'est l'intuition, donc il y a rien de rationnel, et souvent quand je veux faire taire mon intuition, parce que c'est pas ça rentre pas dans la logique des choses et que les autres disent le contraire, et à chaque fois ça m'a jamais réussi. Et alors, pour toi, c'est quoi l'intuition? C'est quoi ce truc? C'est se connecter. En fait, c'est encore une question de se connecter à soi. Je parlais de la petite voix intérieure. Enfin, on lui donne des noms, mais c'est vraiment, ouais, se centrer et s'écouter soi, cette petite voix, alors qui peut être tue par des environnements. Même on peut se faire aussi de l'auto-sabotage. On peut avoir, parce que voilà, je pense que quand le mental est apaisé, c'est vraiment, voilà, c'est important aussi d'essayer d'apaiser son mental, de faire un peu le vide. Hmm. Voilà, même dans la nature, je trouve que la nature, elle nettoie énormément. En fait, Hmm. elle nettoie la tête, le corps, tout. Je pense que là, on est beaucoup plus centré, beaucoup plus connecté à soi. En fait, Je c'est pense, juste s'écouter, quoi. je pense aussi. Je pense que Mm. justement, l'intuition, on dit souvent, c'est pas rationnel. Je suis pas sûr de ça, moi, en fait. Je pense pas que ce soit magique. C'est Mm. juste, tu laisses ton cerveau, parce que c'est ton cerveau qui te le dit quand Mm. même. Enfin, ton Mm. cerveau, ton corps, enfin, c'est Ton, toi oui, c'est qui ton dit, mais c'est sixième ça qu'il sens. faut Enfin, faire. voilà, c'est, Et ouais. en réalité, tu as juste pas le process parce qu'il te le donne pas, mais c'est le résultat de tes expériences, de toutes les observations que tu fais en un quart de seconde, Mm. ou pas d'ailleurs. Et c'est plus ça l'intuition. Et Mm. plus tu as confiance en toi, je pense, mais dans le bon sens du terme, meilleure est Oui. ton intuition. Ouais, je crois à ça. Mhm. C'est vrai.
Oui, Ok. c'est très lié en fait. Mais non, bah, le rôle de l'intuition et je pense que bah il est primordial, mais ça n'importe quel domaine de la vie, pour les managers, les entrepreneurs, tout. Enfin, c'est vraiment, il est vraiment primordial. Et encore plus dans des contextes incertains, enfin les un peu complexes. C'est encore plus important de s'écouter parce que justement on contrôle pas tout, parce que on n'a pas tous les paramètres en main pour prendre une décision. Donc là, faut vraiment s'écouter. Moi, par exemple, je sais plus quand j'ai fait l'OT, je m'étais retrouvée dans une tempête au camp 2. Alors quasiment tout le monde était revenu au camp de base. Moi, j'ai jugé sur le moment que bah, la tempête était moins dangereuse que la cascade de glace. Et en effet, enfin voilà, vu ce qui s'est passé après. Alors peut-être qu'il ne serait rien arrivé si j'étais redescendue à travers la cascade de glace, mais voilà, comme il y a des choses comme ça et finalement tout s'est très bien passé pendant la tempête. Bon après c'était long et voilà, il y avait pas grand-chose à faire et tout, mais je pense que c'est important vraiment de s'écouter en fait. C'est Ouais. ça, j'insiste vraiment vraiment là-dessus. Mm. Alors, ce que j'aimerais bien, on arrive à la fin de l'interview. Mhm. Moi, j'aime bien essayer de retirer ou de plutôt de te demander un peu des bonnes pratiques Mm. qui seraient valables aussi dans le cadre du management. Alors, peu importe si tu en as qu'une ou si tu en as cinq, mais qu'est-ce que tu conseillerais, avec quoi pourraient repartir les personnes Les qui nous managers, écoutent, ouais, ou ouais, les managers ou autres, ouais. qui pourraient Ouais. appliquer dès demain, quoi, des trucs Mm. assez simples. Bah déjà à la base, bon, je reviens toujours à la même chose, mais revenir sur soi en fait, se Mm. poser les bonnes questions. Alors chacun peut se poser à ses questions à lui, hein. Je peux pas Mm. mais vraiment sur le sens de son action, je dirais le sens de son action, sur qui il est, etc. Au moins juste se les poser Mm. sincèrement. Là. Et après, pour les managers, enfin quand ils ont des équipes avec eux à gérer, je pense que encore une fois c'est bah montrer quelque part montrer l'exemple Ouais. et montrer l'exemple ça peut être en sortant de sa zone de confort, ça peut être par par le fait d'accepter ses limites aussi, ou justement sa vulnérabilité, on en parlait Mm. tout à l'heure. C'est tout un tas d'éléments, mais c'est vraiment je pense qu'encore une fois, on peut pas demander aux autres de faire ce qu'on ne peut pas faire, quoi. Voilà. Donc je pense ouais, à travers ça, je dirais montrer l'exemple déjà, commencer Ouais, par soi. je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est faire de son mieux. Dans ton équipe, tu as Oui. souvent des gens qui sont meilleurs que toi dans un domaine, Mmh. mais s'ils doivent faire et d'ailleurs, c'est souhaitable d'avoir des Mhm. gens dans ton équipe qui sont plus forts que toi dans un domaine, sinon tu peux pas leur déléguer. Ouais, Mais ton exemplarité, c'est de faire de ton mieux, quoi. Ça, c'est clair. ouais. Ça, Même par rapport à sa gestion du stress, avoir je du pense aussi courage. apprendre à avoir, oui, le courage, bien sûr, faire preuve courage, de résilience. Mm. Enfin, voilà. Après, il y a tellement de conseils, mais je pense que encore une fois, tout commence par soi, Ouais. quoi qu'on fasse. Donc, faut vraiment déjà s'interroger, se poser les bonnes questions et bah, se mettre en action, mais par rapport à soi. Et je pense que le reste aussi, bah, naturellement en fait bougera, changera, parce que déjà soit on a fait l'effort Mm. de rentrer dans l'action, de changer les choses par Mm. rapport à soi. Donc vraiment se centrer sur soi, et puis pour que le changement aussi puisse venir autour de soi. Mm. Ben écoute, Oriane, je te remercie infiniment. C'était Merci Cédric. passionnant. Et je trouve qu'il y a plein de leçons qu'on a énumérées au fur et à mesure de Ouais, ouais, on avait la d'autres, mais bon après il y a tellement voilà. Ça C'était fait. vachement riche. Je trouvais que c'était Mmh, vraiment intéressant. Je te mmh. remercie infiniment. Merci. Et puis, Ouais. c'est quoi ton prochain challenge? Alors bon, c'est vrai qu'après l'Everest, comme c'était une succession aussi de crises, bah, encore inattendues, hein, forcément. Bon, je suis rentrée dans un état avec le pied cassé, les gelures, la mâchoire déplacée. Donc Ah ouais, je me ouais. dis je vais me calmer, ouais, ouais, parce qu'avec le Sérac, ouais, c'était pas un petit bloc de glace. Donc je me suis dit là en rentrant, enfin l'année dernière, je vais me calmer. Et puis bah là, dans un premier temps, il va y avoir mon livre. J'ai un nouveau livre qui sort, bah, Ok. sur mon ascension de l'Everest.
Alors, il y a Génial. tout le côté introspectif qui est très présent, justement. Donc, il sort en septembre. Donc, je vais m'occuper de la promotion du livre. Parallèlement, il y a le film documentaire sur mon ascension aussi, donc qui va sortir avec Huit Mont Blanc et Injam Productions. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et bien sûr que j'ai d'autres projets aussi de haut sommet ou pas aussi. Enfin, j'ai le projet de faire le grand chelem des explorateurs. Donc, c'est l'ascension du plus haut sommet de chaque continent. Donc, ce qu'on appelle les Seven Summits, les 7 sommets. Donc, j'ai déjà fait l'Everest. Parmi ces Seven Summits, j'ai déjà fait l'Everest et la Concagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, qui se situe en Argentine. Et puis, il y a aussi l'atteinte du pôle Nord et du pôle Sud à ski. Voilà, donc ça, c'est un des projets, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais un des projets, mais qui, bien sûr, demande beaucoup d'argent. Et donc, voilà, donc bien sûr, s'il y a des sponsors qui m'écoutent, enfin d'éventuels sponsors plutôt, voilà, qui n'hésitent pas à me contacter. Mais voilà, mais en tout cas, oui, non, il y a d'autres. On m'a proposé aussi de regravir l'Everest, mais sans passer par la cascade de glace. Donc ça, du côté népalais, hein, donc pas côté tibétain. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Et puis d'autres projets, voilà. Bon, et ben écoute, on te souhaite une super réussite et puis vraiment merci pour le Cédric. partage. On mettra en descriptif un lien vers peut-être le D'accord. teasing dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait, ouais. Ça marche. Parfait. Et le livre, ça s'appelle Au cœur de l'Everest et c'est avec les éditions Mareuil. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Encore merci Cédric. À bientôt, merci. Salut. Au revoir.